Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de PaintShop Pro 2022, qui est édité par Corel. Ça s'appelait Jasc à l'époque, l'éditeur, il a été racheté depuis un petit moment déjà. Et ça a un peu une place particulière pour moi parce que c'est le premier logiciel que j'ai utilisé pour apprendre à faire des photomontages. On parle de 1995 là, donc ça fait un petit moment quand même. Et c'était avant de connaître Photoshop, quand j'ai fait mon premier stage en 97, où j'ai découvert Photoshop 3 et les calques, qui étaient à l'époque un truc complètement fou. Ce que n'avait pas PaintShop Pro et que d'ailleurs il a mis du temps à obtenir. Alors aujourd'hui c'est dans le giron de Corel, qui est un très gros éditeur, qui remonte à très longtemps. L'industrie est plus vraiment basée sur Corel. C'est vraiment une frange de fidèles, hein, Corel. Il y a Painter aussi qui est plutôt populaire auprès des digital painters et de l'infographie, mais sinon, le logiciel de vidéo de Corel, je connais pas grand monde qui l'utilise. PaintShop Pro, je connais personne qui l'utilise, même Corel vidéo non plus. Donc c'est vraiment, je sais pas trop à qui ça s'adresse, et quand je vais sur la page, je vais minimiser mon enregistrement, je me rends compte que ça s'adresse à plein de mondes différents, et c'est très 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 curieux en fait. Le marketing est vraiment bizarre, je sais pas trop qui il vise vraiment, quoi. Ça vise les pros, parce qu'il montre quand même des trucs, voilà, un studio de retouche de photos complet. Bon, donc c'est ça, vous vous dites, bon, on va pas trop rigoler, et puis il y a quand même aussi des moments où on va vous montrer des trucs qui se font en 3 clics, quoi. Voilà, remplacement d'arrière-plan IA, voilà, t'as une glissière et bam, tu changes l'arrière-plan, un mode de portrait pour faire du flou automatique, ce que viennent de faire aussi, il y a une mise à jour de Skylum dans Luminar AI qui a été faite. Donc tout le monde y va de sa sauce pour faire du bokeh derrière. Alors là déjà, ne serait-ce que quand il montre ça, c'est déjà pas bon, parce que tout est flou derrière. C'est ce que fait l'iPhone en fait, il détecte, il crée un masque de profondeur et derrière, bam, tout est flou. Alors que le principe de la profondeur de champ, c'est qu'évidemment, c'est plus on s'éloigne, plus ça devient flou. Donc en gros, la porte qui est là ne devrait pas être floue de la même façon que le truc qui est là-bas, quoi. Et là, l'épaisseur du flou a l'air d'être la même. Ne serait-ce que dans leur truc marketing, déjà, c'est pas bon. Bon, ensuite, il y a les transferts de style, c'est le truc qu'on a dans Adobe Sensei aussi, pour prendre une image et mettre le style et le mettre sur une autre image, à partir d'une autre. Et il y a, voilà, 2-3 trucs sur IA qui sont mentionnés à d'autres endroits, je sais plus, mais notamment la réduction du bruit, dont on va parler, et le suréchantillonnage, c'est-à-dire en gros vous avez une image petite, toute moisie, et vous voulez en faire un poster de 2 mètres. J'ai déjà parlé de ça avec Gigapixel sur ma chaîne, qui lui a des résultats absolument géniaux, mais moi, je crois même que c'est de la magie du vaudou derrière, plus que de l'intelligence artificielle. Bref, Gigapixel ça marche très bien, et DxO Deep Prime ça marche très très bien. Donc en gros, est-ce que sur ces 2 trucs-là, la promesse est tenue, surtout que ça coûte 70 balles, donc c'est pas cher, mais du coup ça le met en concurrence frontal et direct avec Affinity Photo, qui a moins de zigouigoui automatique, j'appuie sur un bouton et ça se fait tout seul, mais qui est quand même très propre, assez facile à prendre en main, qui s'adresse plutôt aux amateurs éclairés et professionnels. On est plus sur la tranche haute de la compétence que sur les gros débutants et ceux qui font ça pour les loisirs. Si vous faites ça pour vos photos d'anniversaire, peut-être qu'Affinity Photo c'est un peu excessif, mais en même temps ça coûte pas grand chose, donc autant y aller, hein, autant apprendre. Si en plus apprendre ce genre de truc ça vous amuse, évidemment c'est très bien. Et là, on ne sait pas trop qui ça vise. Ça vise les pros, ça vise les amateurs, les retraités, ça vise qui exactement. Enfin, c'est très très curieux comme discours où tout est un peu mélangé, quoi. Donc en gros, je me suis dit, j'ai pas le temps de vous parler du logiciel pendant 3 heures sur toutes les fonctions, donc on va regarder évidemment à quoi ça ressemble, mais on va regarder sur 2 promesses sur l'intelligence artificielle. Vous savez que moi j'ai des poils qui se hérissent quand j'entends parler d'IA, parce qu'en général ce n'est pas de l'IA, c'est IA pour faire marketing, mais en vrai derrière c'est juste un programme, il n'y a pas de deep learning. Pour qu'il y ait du deep learning, il faudra lui donner à manger des tonnes d'images, il faudrait que le logiciel se connecte sur un serveur pour comparer, ou il faudrait en tout cas que nous on lui donne plusieurs images pour qu'il puisse apprendre. C'est pas avec une image sur une retouche de bruit avec IA ou un suréchantillonnage avec IA qu'il peut vraiment faire de l'IA, il peut pas y avoir de deep learning derrière. Je sais vraiment, parce que si faire un programme informatique c'est une IA, et quelque part on peut au sens littéral le dire, c'est effectivement une intelligence artificielle, il faut définir l'intelligence, on va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, c'est pas une chaîne de philo, mais quelque part ça veut dire que du coup tous les programmes depuis 30 ans sont de l'IA. Ce qui est nouveau c'est de faire du deep learning, de donner à la machine des tonnes et des tonnes d'images, et que le programme prenne des décisions basées sur ce qu'on lui a donné, et pas sur ce qu'on a prévu de lui faire faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, bref, ces considérations étant faites, maintenant on va juste mettre une image, et on va prendre l'image que j'avais utilisée pour DxO, Deep Prime. Comme ça on va pouvoir comparer.
Donc premier truc, le dérotiseur, le dématrisseur, pour parler bien français, est moisi. Genre, je suis désolé, je ne peux pas vous dire, pas vous le dire mieux que ça, c'est moisi. Pourquoi? Parce que déjà quand on clique, il faut... Attendez, je vais faire une vraie retouche, voilà, enfin une vraie retouche, un truc un peu plus notable, je clique, je lâche, hop, il se passe rien. La glissière met une petite seconde à chaque fois à se rafraîchir. On a une glissière de luminosité, de saturation, et une pour les ombres, pour blinder les ombres. Pourquoi? Je sais pas. On aurait pu au moins avoir une glissière qui fait un peu tout, exposition, donc c'est luminosité, mais surtout avoir d'autres glissières pour le contraste, pas de contraste, pour déboucher. Alors on peut déboucher, on peut récupérer les hautes lumières avec une lisse déroulante, donc c'est même pas une glissière, c'est juste des pré-réglages. Donc déjà c'est un peu abrupt. Et on n'a rien pour déboucher les ombres dans le dématrisseur. On peut déboucher les ombres plus tard dans Corel. Et on a un truc pour corriger l'objectif, la frange, etc. Bon, c'est basique, mais au moins c'est là, quoi. Bon, c'est limite, hein. Donc déjà, c'est pas rapide, et en plus, il manque des trucs importants. Ensuite, on arrive dans cette interface par défaut, qui est une sorte de truc un peu branché tablette, quoi, dans l'esprit, où en quelques boutons, on fait l'essentiel. Donc si je vais dans lumière de remplissage, ce qui est déjà un peu une mauvaise traduction, même carrément, pour déboucher les ombres, en français, l'équivalent en anglais, c'est fill light. Donc je comprends que fill light, ils ont traduit littéralement lumière de remplissage. C'est pas très heureux comme traduction, mais bon, ok, on valide. Donc j'ai débouché parce que l'image est évidemment sous-exposée. J'avais fait la mesure sur le ciel pour ne pas surexposer le ciel. Bon, maintenant j'ai une image qui est à peu près clean. Bon, évidemment, quand je zoome, je vais zoomer un petit peu, même beaucoup. Et alors là, les performances, vous voyez, sont bonnes, hein, c'est cool. Mais on voit que j'ai un bruit de malade. Évidemment, sur cette image prise avec un Canon 6D, j'ai vraiment du bruit. Mais plus grave, j'ai des erreurs de dématrissage. Vous voyez que ici, ça, ce n'est pas du bruit, ce sont des erreurs de dématrissage. On voit ces pixels ici qui ont sauté. Si je vais dans Photoshop et que je vous charge l'image, quand je vais aller dans YouTube, PenShop Pro, Source, et je vais charger les images, par exemple, de HQ, c'est-à-dire le dématrissage, le débruitage de DxO de base, et le D', donc le meilleur, on va voir qu'à aucun moment, j'ai ces erreurs de dématrissage. Ok, on n'a pas des pixels qui sautent un peu chelou là, et là on voit du coup la différence entre le HQ qui est déjà pas mal et le D' qui est vraiment excellent, tout est bien lissé, il n'y a plus de taches rouge vert bleu et en plus on a gardé du piqué. Donc je suis déjà en train de vous spoiler la conclusion, c'est que évidemment ce sera pas aussi bon que DxO. Mais là en plus ces espèces de petits machins là qui ont sauté, alors là carrément c'est pas du bruit les gars, c'est carrément le dématrisseur qui a halluciné quoi. Donc déjà ça commence mal, hein. Niveau dématrissage de fichiers bruts, c'est la première fois que je teste un logiciel qui se plante vraiment autant. Donc ensuite on va aller dans AI et on va dire, ils auraient pu mettre IA du coup, mais bon le bouton ils n'ont pas, ça doit être une image qui n'a pas été adaptée pour la version française, peu importe. Suppression de bruit basée sur l'IA. Et j'ai ce machin, qui s'affiche, alors déjà je me dis aïe, on voit que ça met un petit peu du temps. One eternity later. Bon voilà, j'ai fait une petite coupure au montage parce que ça a pris une grosse minute, une très très grosse minute. Vous allez me dire, t'es gentil, mais dans DxO, quand on fait D' à l'export, c'est très très long. Certes, mais au moins dans DxO, on a une petite fenêtre où on peut voir déjà dans cette zone comment ça s'applique. C'est déjà pas mal. Là, pendant ce temps-là, on voit rien. Par contre, une fois qu'il a calculé, c'est comme s'il l'avait exporté en fait. On voit que il a bien tout débruité. Et quand on zoome, alors évidemment, ne regardez pas l'aberration chromatique, mais on se trouve avec un machin qui est flou quoi. Enfin, et il y a toujours, si vous regardez bien, des taches rouge, vert, bleu. Alors que pourtant, c'est pas du tout le bruit le plus difficile à enlever hein, sur un fichier brut. Le bruit qui est difficile à enlever, c'est celui de la luminance, et non pas celui de la chrominance. Même Camera Raw, quand on met la glissière couleur à fond sur un débruitage qui est difficile comme celui-là, avec un capteur qui est aussi naze que celui-là, c'est-à-dire celui du 6D en basse lumière, le 6D Mark I, c'est nul. Bah même Camera Raw, il y arrive, quoi. Et il n'est pas basé IA, machin, je sais pas quoi. Donc là, déjà, je me dis, ça commence mal. Alors on va exporter cette image, et on va l'exporter sur le bureau, en JPEG, qualité... Alors déjà, qualité à fond, c'est 1. Je crois que c'est le seul logiciel qui, qualité 1, égale le meilleur, parce qu'ils disent compression, quoi. Mais bon, ok, pourquoi pas, on réfléchit à l'envers, après tout, on est capable d'y arriver. Oui, il faut faire du 24 bits, sera enregistré. Alors, déjà, évidemment que JPEG ne supporte pas le 16 bits par couche, bien entendu. Donc en gros, au-delà de 8 bits, ça fait 24, donc il va faire
du 24 bits, 8 bits par couche, parce qu'il peut pas faire 16 bits par couche. Ok, pas de problème, tu fais bien de me prévenir. Bon, je trouve assez mal formulé, mais pourquoi pas. Donc on va ouvrir maintenant dans Photoshop. On va juste ouvrir dprime. Ok. Et on va ouvrir celui de PenShop Pro, donc avec IA, en tout cas prétendument. Donc vous ne faites pas attention à la différence de traitement au niveau du mappage de ton, donc ce qui fait qu'il y a des différences de lumière. On va synchroniser les affichages en zoomant tout le monde au même endroit. Donc à droite, j'ai ce qu'a fait DxO, à gauche, j'ai ce qu'a fait PenShop Pro. Donc il y a des taches rouge, vert, bleu, ça a complètement changé l'apparence de la carrosserie qui est magenta au lieu d'être noire, alors que DxO lui a complètement grillé. Évidemment, il y a des aberrations chromatiques que je n'ai pas corrigées dans l'un cas comme dans l'autre, mais regardez ici les réflexions sur la carrosserie, les traits de la carrosserie, les joints de la carrosserie qui sont encore bien nets, les pixels sont bien saillants, alors que, regardez, alors, le côté de la carrosserie c'est bien noir et débruité, là c'est des taches rouge, vert, bleu partout avec une espèce de voile magenta, bref, on n'y est pas du tout chez Corel. Et le pire, c'est que quand on utilise le truc, j'ai fait une petite coupure là, donc je suis allé dans l'interface complète, dans Fichier, Espace de travail, et j'ai mis complète. Et maintenant sur cette image, si on fait Réglage, suppression du bruit numérique, c'est l'ancien truc de Corel, donc sans l'IA, donc PenShop Pro 2021 et inférieur. Donc déjà, l'interface met 2 ans à s'afficher, parce que c'est très très mauvais en termes de performance. C'est un système où il faut placer des échantillonneurs avec des croix. Donc vous voyez que je clique dessus, il me met le nez dessus. Donc déjà c'est pas facile, il faut aller mettre ça, je vais dire d'échantillonner ça. Et ça, hein, d'un ton moyen et foncé, parce que c'est a priori là que ça se passe dans les basses lumières. Et puis bon voilà, je vais dézoomer, enfin rezoomer, et regardez, alors déjà niveau dématrissage, regardez les bugs dont je vous parlais. C'est vraiment très 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 bizarre. Et alors là, vous allez voir, c'est le drame. Quand on va pousser un peu le dématrissage, regardez sur la carrosserie, quand on va pousser la correction de bruit, déjà il y a ces 3 échelles, je comprends pas grand chose, mais ça a pas spécialement fait grand chose, mais on va lui mettre, je sais pas, 70. Voilà, et hop, déjà il l'a recalculé, et alors là j'ai une espèce de machin, c'est Léonard de Vinci, c'est le sfumato quoi, c'est vraiment la peinture avec une espèce de flou dégueulasse, on fait sauter tout le piqué, il y a toujours par contre ce truc magenta un peu dégueu sur l'ensemble de l'image, hein, ça bouge pas, et en plus, voilà, c'est délirant quoi, je sais pas c'était quoi la réduction de bruit, donc j'imagine qu'évidemment il faut réduire les échelles, on va mettre 20 à 20, et 15 pour que de ce que je comprends, dans les plus faibles motifs, on ait un truc moins fort, mais bon, c'est vraiment, c'est nul quoi, c'est vraiment incroyablement nul quoi. Donc déjà avec IA, je vois pas où est l'IA et c'est mauvais, mais alors sans le truc pas IA, c'est vraiment une catastrophe. J'ai jamais vu un débruiteur aussi mauvais. Donc vous savez ce que je pense du bruit, la plupart du temps, beaucoup de gens passent des heures à essayer de débruiter alors que leur image va finir sur Instagram ou sur internet et du coup le bruit on l'aurait pas vu de toute façon, donc je suis pas le genre de gars qui va vous dire passez 3 heures à débruiter vos images. Néanmoins, certains d'entre vous font de la photo de nuit, font de l'astrophotographie, font des photos en poussant les ISO parce qu'ils peuvent pas faire autrement, vous n'avez pas forcément des objectifs très lumineux, etc. etc. Il y a peut-être des fois où effectivement pour certains d'entre vous, si vous faites des tirages ou si vous publiez vos images en grande taille sur internet, vous avez quand même besoin de réduire un peu le bruit. Bon ben là, avec PenShop Pro, c'est pas une bonne idée, et la promesse, le claim comme on dit dans la com, de la réduction de bruit assistée par IA, là c'est du flan, je vois pas d'autre mot quoi, je vois pas d'autre explication, ça marche juste pas en fait. D'autant plus que ça le fait partout de la même façon sur l'image, donc je vois pas où est le traitement deep learning là-dedans, bref. Donc première promesse sur la réduction du bruit, c'est la cata, c'est pas bon du tout. Deuxième promesse sur le suréchantillonnage, c'est-à-dire en gros on prend une image toute pourrie, toute petite, donc je vais fermer ça et je vais revenir sur mon interface espace de travail photographie, donc je vais envoyer, qu'est-ce que je vais envoyer? On va aller sur le bureau, YouTube, et on va envoyer des petits chats, mes petits chats qui sont en je sais plus quelle taille, mais qui sont tout petits. Vous voyez que si je mets en taille 1 pour 1, ils sont vraiment tout petits. Si vous envoyez ça sur un service d'impression, vous allez vous faire jeter. On va vous dire, si je veux imprimer un poster de 60 par 40 pour mon salon, ça c'est trop petit, clairement. Donc je vais agrandir la taille. Donc on va dans IA, on va mettre suréchantillonnage optimisé par l'IA, on va mettre 400%, et on va faire pareil dans Topaz, je l'ai déjà fait. Donc c'est une mise à l'échelle, vous voyez, de par 4. Et on va comparer les deux résultats.
Donc dans les deux cas, c'est accéléré GPU. Dans les deux cas, c'est assez long, mais c'est plus rapide chez Gigapixel. Bon, il faut dire aussi que j'ai quand même une machine de bourgeois. Il y a une RTX 3080 et il y a un Ryzen 9 5900 HX. Donc forcément, c'est encore heureux que ça va vite. Mais bon, ça marche quand même sensiblement de la même façon. Comparons les résultats, histoire qu'on n'attende pas bêtement devant le calcul. Donc j'ai mis mes deux images sur le bureau. On va aller dans Fenêtre, réorganiser deux vignettes verticales. On va zoomer. Z. Et regarder la différence. Enfin, bon, s'il n'y a pas photo, comme on dit, c'est... je vois pas là où est l'IA. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'est un rééchantillonnage comme on en avait dans Photoshop depuis 15 ans. C'est-à-dire, en gros, quand on prend un JPEG moisi, ben, on ne fait qu'accentuer. On voit le bruit derrière. On voit la mosaïque de compression JPEG. On voit tous les défauts du JPEG. Et à aucun moment il a accentué les détails, alors qu'à gauche, Gigapixel a fait, pour moi c'est du voodoo leur truc, je sais pas comment ils font, mais c'est génial en fait. Regardez ici au niveau de la profondeur de champ, normalement la machine, si c'est du deep learning, aurait dû reconnaître un chat, et la machine dite intelligente avec l'IA, se serait dit, ben, le chat, j'ai appris que sur les contours, il y avait des trucs qui étaient flous, mais qui en fait doivent être nets, donc c'est là où il faut faire de l'accentuation, plus que sur le fond par exemple. Bon ben, chez Corel, on a en fait échantillonné tout de la même façon, et on n'a pas du tout essayé de réinventer les détails là. On n'a pas du tout accentué ces poils qui sont eux dans la zone de mise au point, enfin ils commencent à partir dans le flou, mais ils sont quand même encore nets ici, et on n'a pas cherché à les accentuer. Donc ils se trompent sur toute la ligne en fait, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle. Et quand bien même, alors si ça en est, c'est moisi, et ça en est pas, et en plus c'est moisi, ça marche pas bien, et c'est de mauvaise qualité quoi. Donc vraiment cette nostalgie que j'avais pour PenShop Pro, ben, je crois que ça ne va rester que de la nostalgie. Les résultats sur ces deux trucs-là sont mauvais. Alors je vais pas tout tester, j'ai peut-être pas de chance et les deux trucs que je teste sont mauvais, mais cette promesse de l'IA à toutes les sauces qui me gonfle, vraiment j'en ai marre quoi. Enfin je veux dire, c'est Skyloom qui a dégainé les premiers, mais quelque part dans Luminar AI, ils ont quand même amélioré leur truc et ça commence à marcher quoi. Mais là c'est complètement à côté quoi. Alors vous allez me dire ça vaut que 70€. Certes, et c'est évident que Gigapixel coûte beaucoup plus cher, je sais plus combien ça coûte, mais c'est déjà 120 ou 130, et ça ne fait que ça en plus, un Gigapixel, ce n'est pas une alternative à Photoshop. Mais du coup, vous n'allez pas acheter PenShop Pro pour ça, vous allez l'acheter pour faire des retouches vite et bien. Donc bon, on va passer sur l'interface qui est un petit peu confuse quand on passe par exemple en mode, alors j'ai pas validé ce truc là, on va pas le faire, mais quand je passe en mode complète, c'est une interface que je trouve déjà assez moche pour commencer, parce qu'il y a des différentes typos, des différentes icônes de tailles différentes, enfin il y a des trucs un peu partout, avec des couleurs partout, les menus sont énormes alors qu'il y a d'autres trucs qui sont tout petits, c'est assez difficilement lisible, donc voilà, vraiment c'est pas flatteur quand on ouvre Affinity, que ce soit sur un PC ou sur un Mac, c'est beau, c'est bien mis à l'échelle, ça supporte les écrans 4K, Retina sur Mac si vous êtes chez Apple, de manière parfaite et bien fluide, bref, là c'est pas le cas. C'est des performances qui sont pas très très bonnes en plus. Vous voyez, regardez quand je zoome, on voit une espèce de balayage sur l'écran, alors que j'ai une machine qui est quand même, je suis désolé, plutôt bonne quoi. Donc bon voilà. On va conclure du coup, mais c'est ma question de début qui je pense est la bonne, c'est ce machin s'adresse à qui exactement? À 70€, ça rentre en concurrence frontale avec ou Luminar AI ou Affinity. Luminar AI c'est fait pour développer des images, c'est pas fait pour les truquer. Ok, il y a le truc pour remplacer des ciels, mais c'est pas fait pour les truquer. Vous pourrez pas faire un éléphant avec une peau de zèbre dans Luminar, ce sera difficile. Dans Affinity, vous pouvez tout faire avec Affinity. Le dérotiseur, et aussi le débruitage d'ailleurs, c'est bien dans Affinity, et c'est bien aussi dans Luminar. Je peux pas trop blairer Skyloom et leurs pratiques, en particulier par rapport aux premières versions de Luminar, où il y a plein de promesses qui n'ont pas été tenues, et c'est surtout vraiment du marketing ultra agressif, et ça me gonfle, mais pour 70€, Luminar AI, ça tient la route pour les amateurs. Pour les photographes pro, évidemment, non quoi. Affinity, c'est pas la même chose, c'est pas un catalogueur, c'est pas fait que pour développer, c'est fait pour truquer, mais à 70€, on peut aussi faire tout ça. Donc à qui ça s'adresse? Les pros, clairement, non, avec les qu'on vient voir. Rien qu'avec le dérotiseur, le dématrisseur bien pourri, non, ça peut pas s'adresser à vous, c'est pas possible. Aux amateurs éclairés, ceux qui font des retouches un peu avancées mais qui n'en font pas leur métier, pas vraiment, parce que du coup, vous allez dans Affinity, puis vous allez faire des trucs 10 fois mieux, vite, bien, enfin... En plus, PenShop Pro n'est pas proposé sur Mac, c'est que du Windows, donc déjà ça coupe une partie de l'audience. Bon, voilà. Et aux amateurs tout court, ceux qui veulent retoucher une photo en 3 clics sans se prendre la tête, ben non plus, parce qu'à ce prix-là, vous avez justement Luminar, qui peut retoucher des JPEG ou des fichiers bruts, et qui va vous faire ça très bien.
Ça m'écorche de le dire, mais vous savez que je veux être indépendant et impartial sur ma chaîne, le plus possible évidemment. Même si j'aime pas les pratiques de Skyloom, je reconnais qu'à 70 €, ça fait le job, pour des amateurs, clairement, quoi. Donc à qui conseiller PenShop Pro si on ne le conseille pas aux amateurs avertis et aux professionnels? Il reste qui là-dedans? Et ben en fait, moi la réponse, je pense qu'il reste ceux qui... la frange d'utilisateurs, l'audience en fait historique de PenShop Pro, qui utilisent PenShop Pro depuis 15-20 ans, dont ils sont contents pour plein de raisons, tant mieux. Mais pour les nouveaux venus, ça va être hyper difficile pour Corel de séduire des gens, même si le prix il est attractif, hein, 70 €, c'est pas beaucoup, mais il n'y aurait pas Affinity, il n'y aurait pas Skyloom, et si en face il y avait que du On One, du Capture One, du Photoshop, et des trucs style chelou, style ACDC ou quoi, qui d'ailleurs est vachement plus cher, je me dirais ok, il a une place, mais maintenant qu'il y a Affinity et Skyloom à ce prix-là, et d'ailleurs je connais de plus en plus de photographes qui achètent les deux, pour pouvoir voilà, combler les utilisations, aller faire un truc très large. Mais s'il faut en choisir qu'un, je choisirais jamais PenShop Pro en fait. Je choisirais ou Affinity ou Luminar, mais je choisirais pas PenShop Pro, quoi. Même si PenShop Pro fait beaucoup plus de trucs que Luminar par exemple. Mais face à Affinity, il n'y a pas photo non plus, quoi. Voilà ma conclusion, c'est assez bizarre, c'est la première fois que où je fais une conclusion en disant c'est vraiment pas très bon en fait, hein. Franchement pas, je sais pas à qui je vais le conseiller. Je crois que je vais pas regarder toutes mes vidéos là, dans ma mémoire, mais il me semble de tête qu'il y a toujours quand même en général une audience assez évidente qui se dégage, il y a un truc assez clair, là voilà, c'est le truc que j'ai trouvé dès le début, je me suis dit niveau marketing je comprends rien, je sais pas à qui ça s'adresse, et sur le peu que j'ai regardé avec vous, je vois pas non plus vraiment à qui le conseiller, à part ceux qui le connaissent déjà, qui du coup, j'imagine que vous n'êtes pas là dans cette vidéo, vous n'avez pas besoin de la regarder. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, désolé, hein, mais Monsieur Corel, mais circulez, il n'y a rien à voir. Vous avez plein d'autres vidéos sur ma chaîne sur des alternatives à Photoshop, à Luminar, à Lightroom, enfin, ce que vous voulez, mais ce sera pas PenShop Pro, quoi. Vous pouvez aller voir le reste, mais ce sera pas PenShop Pro. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si ça se met à jour l'an prochain avec plein de trucs nouveaux qui font changer la donne, je referai une vidéo, mais sinon je pense que j'en reparlerai pas parce que je vois pas qui ça va intéresser dans mon audience. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.